Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre podcast de revue de presse européenne hebdomadaire. Au menu de cette 27e semaine de 2024, la vie de l'Union continue de vous informer sur les recompositions politiques du Parlement européen, mais aussi de l'entrée fracassante de la Hongrie dans sa présidence semestrielle et de l'application des nouveaux droits de douane à l'égard des voitures électriques chinoises. Dans le club des 27, Carles Puigdemont ne reviendra pas tout de suite en Espagne. La Pologne voit une proposition d'union civile entre personnes du même sexe émerger. Les Pays-Bas ont leur nouveau gouvernement. Contrairement à la Bulgarie, la Grèce applique la semaine de 6 jours et l'OTAN réaffirme son soutien à l'Ukraine. Et chez nos chers voisins, le Royaume-Uni voit l'alternance. La Biélorussie durcit le ton et Laurent Vinatier reste en détention. Passons sans plus attendre à la vie de l'Union. Conseil de l'Union européenne. La Hongrie prend la présidence et fait déjà scandale. Lundi 1er juillet, c'était le passage de témoin entre la Belgique et la Hongrie pour la présidence du Conseil de l'Union européenne. Une présidence qui s'applique essentiellement aux réunions entre les 27, que ce soit dans les comités de représentation permanente, les Coreper 1 et 2, qui rassemble les diplomates de chaque pays, qui défrichent le travail pour construire les compromis en amont des réunions des ministres des 27 États membres, où là aussi, le ministre hongrois présidera la séance. Le calendrier fait que le deuxième semestre est souvent moins chargé en travail législatif, la faute à la pause estivale, et cette année, au long compromis à trouver pour constituer le nouveau Parlement européen et la nouvelle Commission. Une nouvelle commission qui devrait prendre ses fonctions en octobre ou en novembre, si tout se passe bien. La présidence hongroise est donc contrainte, mais Viktor Orban sait toujours utiliser les opportunités à son profit. Tout d'abord, le slogan de la présidence n'a rien à hasard, Make Europe Great Again, en écho au Make America Great Again, indiquant que son fil directeur sera le souverainisme dur. Pour son premier déplacement, Viktor Orban s'est rendu à Kiev en se parant du costume de faiseur de paix mardi 2 juillet. Un déplacement ayant vocation à discuter des conditions des populations magyarophones d'Ukraine, mais aussi des conditions de paix réclamées par l'Ukraine. Mais à la stupeur générale, alors que ça n'était annoncé nulle part dans l'agenda, Viktor Orban s'est rendu à Moscou vendredi 5 juillet, se présentant comme le président de l'Union européenne. Toute la communication sur le voyage diplomatique s'accompagne du logo de la présidence hongroise. Une manœuvre dénoncée par de nombreux chefs d'État et de gouvernement des 27 et par le président du Conseil européen, Charles Michel, considérant que Viktor Orban n'avait pas eu de mandat pour négocier la paix entre la Russie et l'Ukraine. Une visite qui participe à renforcer le discours du Kremlin, puisque le Premier ministre hongrois s'est présenté comme le président des Européens, titre repris par Vladimir Poutine dans son discours, malgré l'absence de drapeau européen derrière les deux hommes d'État. Viktor Orban a toujours les faveurs du Kremlin puisqu'il s'inscrit directement dans la stratégie russe en votant contre toutes les mesures favorables à l'Ukraine. Il faut dire que la dépendance énergétique de la Hongrie vis-à-vis de la Russie, aussi bien pour le gaz que pour le nucléaire avec la centrale PAX 2, est très prononcée. L'occasion pour Vladimir Poutine de réaffirmer que la paix ne se fera qu'en cas de capitulation de l'Ukraine dans les oblasts de Louhansk, Donetsk, Zaporijia et Kherson. Des conditions inacceptables pour l'Ukraine et les pays de l'OTAN. Et Orban de s'inscrire dans ses pas en disant que cette guerre doit se terminer quoi qu'il en coûte pour que l'économie européenne puisse repartir de l'avant. L'Ukraine s'est offusquée de cette visite pour laquelle elle n'a même pas été mise au courant. Parlement européen, encore beaucoup de mouvements pour constituer les groupes parlementaires. C'est probablement l'un des plus gros coups d'éclat de cette période où le Parlement européen se réinvente. Dimanche 30 juin, Viktor Orban, pour représenter le Fidesz, qui siégeait chez les non-inscrits depuis 2021 et son départ du PPE, Andrej Babiš, président du parti ANO, Action des citoyens mécontents, qui siégeait depuis 2014 avec la LDE puis Renew, et Herbert Kickl,
président du Parti de la Liberté d'Autriche, le FPE, membre d'Identité et démocratie, lors de la dernière législature, ont annoncé leur intention de créer le groupe de l'Europe des Patriotes. L'objectif de ce groupe serait de remodeler les institutions européennes en faisant marche arrière sur l'intégration, en réduisant les compétences des institutions, en réorientant la politique d'immigration vers moins d'entrées, un retour en arrière sur le pacte vert. Il prône un retour aux valeurs familiales et traditionnelles et la fin de la guerre en Ukraine à n'importe quel prix. Reste qu'il faut 7 pays représentés par au moins 23 eurodéputés pour constituer un groupe. Une annonce qui a intéressé l'AfD, mise au banc du groupe Identité et démocratie après les multiples scandales des 6 derniers mois, mais l'AfD n'a pas encore pris de décision pour le moment. Viktor Orban reste réticent par rapport à l'AfD. Cette annonce pourrait bien affaiblir les deux groupes d'extrême droite, d'un côté les conservateurs et réformistes européens, et de l'autre Identité et démocratie. Les tractations sont en cours pour pouvoir débaucher chez les uns et les autres. Le PIS a déjà indiqué une fin de non-recevoir à cette offre et s'inscrit durablement dans le groupe CRE au Parlement européen. L'autre parti d'extrême droite polonais, Confédération, va rejoindre lui aussi CRE. L'autre question est celle des non-inscrits, mais la plupart d'entre eux peuvent être trop extrêmes pour les trois partis fondateurs. De son côté, le Rassemblement national a mis ses activités européennes en suspens le temps de la campagne législative. Le RN est la plus grande délégation nationale au Parlement européen et à ce titre est faiseur de roi de l'extrême droite. Les Portugais de Chega ont aussi montré leur intérêt, tout comme la Lega de Matteo Salvini ou les Espagnols de Vox. Il semble que le tandem Orban-Le Pen est en train de redessiner les contours de l'extrême droite, une extrême droite qui a pour ambition de faire sauter le cordon sanitaire, comme a réussi à le faire Giorgia Meloni. De l'autre côté de l'échiquier politique du Parlement européen, le mouvement 5 étoiles entre dans le groupe La Gauche, groupe dans lequel siège la France insoumise, Die Linke ou encore Syriza. Alors qu'on prêtait au mouvement 5 étoiles des discussions avec le nouveau parti allemand, l'Alliance Sarah Wagenknecht, il n'en sera finalement rien. Le mouvement 5 étoiles était non inscrit lors de la dernière législature, malgré des tentatives de rejoindre Renew, le SND ou les Verts en 2019, après avoir appartenu au groupe L'Europe des libertés et de la démocratie directe, fondé par le UKIP de Nigel Farage. La gauche a dit oui, mais il faudra passer par une période de probation de 6 mois pour pouvoir s'inscrire durablement dans le projet. Cette période probatoire est là pour donner le temps au parti italien de prouver sa bonne volonté et que la coalition avec la Lega en 2018 n'est qu'un lointain souvenir. La délégation du mouvement 5 étoiles sera donc la deuxième derrière la France insoumise en termes de sièges dans le groupe. La gauche disposerait donc de 47 sièges au Parlement européen. Marché unique. L'Union applique les nouveaux tarifs douaniers sur les véhicules électriques chinois. Depuis jeudi 4 juillet, l'Union européenne impose de plus grosses taxes pour les voitures électriques chinoises. C'était une promesse de la Commission européenne pour contrer l'immense stock exporté par la Chine à destination de l'Union européenne. Des voitures qui auraient bénéficié de très larges subventions d'État en Chine, ce qui serait un avantage démesuré par rapport à ses concurrents. Le constructeur BYD voit ses droits de douane relevés à 27,4%, 39,9% pour Geely, le propriétaire de Volvo, et 47,6% pour SAIC, le propriétaire d'EMG. La Commission européenne avait enquêté sur les comptes des trois entreprises et y a trouvé des subventions de nature à déséquilibrer le marché. Ces mesures découlent de nouveaux dispositifs juridiques après que la Chine ait inondé le marché de panneaux solaires bon marché et eux aussi largement subventionnés, qui avaient poussé des PME européennes à mettre la clé sous la porte. La part de marché des voitures chinoises est passée de moins de 1% en 2019 à une estimation de 15% pour fin 2025. Le prix des voitures chinoises est inférieur de 20% à leurs concurrentes européennes.
Ces droits de douane sont très loin des mesures appliquées par les États-Unis, qui les a simplement multipliés par 2. La Commission européenne indique que ces droits sont provisoires, car les discussions continuent avec la Chine pour trouver un compromis. Des acteurs du marché européen, comme Volkswagen ou BMW, demandent expressément de réduire ces droits de douane qui les affectent aussi, puisque toutes les voitures électriques produites en Chine sont concernées. Volkswagen et BMW s'inquiètent de voir leur part de marché de la voiture électrique se réduire sur le long terme. Ces mesures pourraient devenir définitives au mois de septembre. Côté chinois, une enquête a été lancée sur le port européen en représailles et la Chine menace de mettre un embargo sur le cognac. Passons désormais au club des 27. Espagne, coup de théâtre sur l'amnistie concernant Carles Puigdemont. Lundi 1er juillet, le tribunal suprême espagnol, la plus haute instance judiciaire espagnole, rendait son verdict concernant la demande d'amnistie du leader séparatiste catalan, Carles Puigdemont, toujours en exil depuis la tentative de sécession de la Catalogne en 2017. Le juge Pablo Lliana déclare que la toute nouvelle loi d'amnistie peut s'appliquer à la désobéissance, mais pas pour les chefs d'accusation de détournement de fonds et de terrorisme. L'accusation de détournement de fonds s'explique par le fait que la Généralité de Catalogne, alors gouvernée par Carles Puigdemont, a financé son référendum illégal pour l'indépendance avec des fonds publics. Des fonds qui ont bénéficié personnellement à Carles Puigdemont et son entourage, d'après le tribunal. Le juge ajoute à cela le fait que le référendum a eu des conséquences sur les intérêts économiques de l'Union européenne. Carles Puigdemont est donc encore sous le coup d'un mandat d'arrêt en Espagne, alors qu'il se voyait déjà revenir au mois de juillet en Espagne de manière triomphale, après avoir obtenu des concessions du gouvernement Sanchez. Pour rappel, le gouvernement espagnol n'a pu rentrer en fonction que grâce au soutien du parti Junts per Catalunya, conditionné à cette loi d'amnistie. Est-ce à dire que l'Espagne pourrait bien vivre une crise politique prochainement ? Seul l'avenir le dira. Pologne, la proposition d'union civile au cœur des débats au sein de la coalition gouvernementale. Le parti La Gauche, membre de la coalition gouvernementale emmenée par Donald Tusk, a déposé un projet de loi à la Sejm pour que la Pologne reconnaisse les unions civiles de couples de même sexe. Cette proposition fait suite à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme concernant 5 couples homosexuels polonais qui demandaient le droit d'enregistrer leur union. La Cour a considéré que l'État polonais devait assurer la protection juridique des couples de même sexe. Aujourd'hui, la Pologne, ainsi que la Bulgarie, la Lituanie, la Roumanie et la Slovaquie, ne reconnaissent toujours pas les unions de couples de même sexe. Le projet de loi propose une union civile permettant d'avoir un nom de famille commun, des droits fiscaux similaires à ceux des personnes mariées, le droit d'obtenir des informations médicales de son partenaire et de lui rendre visite à l'hôpital, le droit de bénéficier des droits successoraux ou encore de prendre en charge les enfants du partenaire décédé. Le parti paysan polonais, le PSL, membre de la coalition et plutôt conservateur sur ces questions, s'est opposé à plusieurs éléments du projet, comme le droit de s'occuper des enfants du défunt, mais sont prêts à discuter sur la succession et l'information médicale. Pour autant, c'est bien la coalition civique de Donald Tusk, dans son entièreté, qui portera le projet. Le parti centriste Pologne 2050 a signifié son soutien au projet de loi. La loi a des chances de passer, mais avec quelques concessions. Pays-Bas, Dick Schoof, officiellement investi Premier ministre. Mardi 2 juillet, c'était le jour de l'intronisation du nouveau Premier ministre et de son gouvernement. Dick Schoof succède donc à Mark Rutte, qui lui prendra la direction du secrétariat général de l'OTAN à l'automne. Il aura la lourde responsabilité de faire tenir un gouvernement baroque, composé de 4 partis, avec des idées parfois contradictoires et qui ne s'entendent sur pas grand-chose. Le vainqueur des élections, le PVV de Geert Wilders, a pu poser sa patte dans le contrat de gouvernement,
avec des mesures inédites sur l'immigration, ou encore de déménager l'ambassade des Pays-Bas en Israël à Jérusalem. Bulgarie, Boyko Borisov échoue à constituer un gouvernement. Depuis le 9 juin, les partis bulgares discutent pour tenter de constituer un gouvernement, le 7e en l'espace de 3 ans. Des élections se sont tenues en même temps que les européennes pour un résultat quasi identique aux dernières élections. Pour tenter de sortir de l'ornière, Boyko Borisov, président du parti de centre-droit, le GERB, a proposé mardi 2 juillet un gouvernement avec pour Premier ministre son associé de longue date, Rosen Geliaskov, réputé pour sa capacité à construire des compromis. Les priorités de cette proposition de gouvernement sont avant tout le sauvetage du plan de relance post-Covid européen Next Generation EU, dont le montant est de 5 milliards d'euros, mais aussi l'absorption d'autres fonds européens. L'autre objectif principal est d'achever l'adhésion à la zone euro en 2025. Cette proposition de gouvernement est alors soutenue par le parti minoritaire turc Mouvement des droits et des libertés, le DPS, emmené par Delian Peyevski. Mercredi, nous apprenions l'implosion du parti Velitchier, qui signifie grandeur. Ce petit parti, fondamentalement pro-russe et qui s'inspire largement des théories du complot, était en lice pour faire partie du gouvernement après son entrée au Parlement bulgare pour la première fois lors de ces élections, avec 13 députés. Très vite, les accusations ont fusé, certains accusant une partie de leurs collègues de s'être vendus pour une place au gouvernement. Mais cette implosion n'est pas la seule. Le Mouvement des droits et des libertés, le DPS, parti minoritaire turc, dirigé pour la première fois par un Bulgare ethnique, en la personne de Delian Peyevski, s'est déchiré sur la stratégie. Le fondateur du DPS, Ahmed Dogan, a insisté pour que le DPS ne soutienne pas la proposition du GERB, allant à l'opposé de la consigne du président actuel. Résultat, 30 députés du DPS ont voté pour et 15 ont voté contre. Mais même si le DPS l'avait voté unanimement, cela n'aurait pas suffi à valider le gouvernement. 138 députés se sont prononcés contre, 98 pour, et 2 se sont abstenus. La Bulgarie se dirige donc tout droit vers de nouvelles élections législatives à l'automne, à moins d'un miracle. Grèce, adoption de la semaine de 6 jours de travail. La Grèce va à contre-courant de toutes les discussions actuelles sur le temps de travail. Alors que les expérimentations de la semaine de 4 jours se multiplient, la Grèce passe à la semaine de 6 jours, avec un volume horaire pouvant aller jusqu'à 48 heures par semaine. La loi est entrée en vigueur lundi 1er juillet, officialisant une réalité de fait pour certaines entreprises. Le but de cette loi est d'améliorer la productivité et de lutter contre le travail au noir. Dans certains secteurs, la semaine de 6 jours était déjà une réalité, notamment dans les secteurs du tourisme et de la restauration. La loi élargit la possibilité juridique aux entreprises travaillant 24 heures sur 24 et celles qui peuvent justifier d'une surcharge de travail. Dans ce dernier cas, l'entreprise est tenue de payer l'employé 40% de plus qu'un jour normal, avec une majoration supplémentaire pour les dimanches et jours fériés. Le gouvernement veut endiguer le travail non déclaré et aider les entreprises qui peinent à faire tourner leurs équipes. C'est une ultime tentative de relancer l'économie après 10 ans d'austérité dont les conséquences sont encore visibles sur le pouvoir d'achat des ménages, touchés eux aussi par l'inflation depuis le début de la guerre en Ukraine. OTAN, l'Alliance réaffirme son soutien à l'Ukraine en amont du sommet estival. Les membres de l'OTAN s'étaient réunis le mercredi 3 juillet pour continuer de fournir une aide à l'Ukraine à hauteur de 40 milliards d'euros l'année prochaine, ce qui est l'équivalent des contributions annuelles à l'Ukraine depuis le début de la guerre. Jens Stoltenberg souhaitait porter cette contribution à 100 milliards d'euros, essayant de forcer la main aux États membres qui ne voulaient pas d'une contribution pluriannuelle. Les États membres se sont mis d'accord sur la somme de 40 milliards d'euros, dont les contributions seront calculées sur le revenu national brut de chaque pays.
Le plan pluriannuel aurait permis de s'assurer que les changements de majorité politique n'affectent pas le soutien à l'Ukraine, ni la potentielle réélection de Donald Trump. Le soutien financier devra donc être discuté chaque année. Au-delà du soutien financier, l'OTAN veut aussi assurer le soutien en armement et particulièrement en système de défense aérienne, notamment le système Patriot. Les discussions tournaient autour de la livraison d'armement et de la formation des soldats ukrainiens. Mais ce qui déçoit profondément l'Ukraine, c'est de voir les alliés de l'OTAN ne pas affirmer la volonté de voir l'Ukraine entrer dans l'OTAN, alors que cette dernière a inscrit cet objectif dans sa constitution en 2019. Et pour passer la pommade, les États-Unis ont signé un accord bilatéral de sécurité avec l'Ukraine. Le prochain sommet de l'OTAN à Washington, qui se tiendra du 9 au 11 juillet, devrait être l'occasion d'officialiser l'envoi de plusieurs batteries patriotes vers l'Ukraine. Si la coopération militaire sino-russe venait à se confirmer, les États-Unis pourraient bien passer à la vitesse supérieure dans l'assistance militaire à l'Ukraine. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Royaume-Uni. Victoire éclatante du Parti travailliste aux législatives. Annoncé vainqueur depuis plusieurs semaines, le Parti travailliste a transformé l'essai. Jeudi 4 juillet, c'était les très attendues élections législatives anticipées. Le Labour récolte 412 sièges, très proche du record de Tony Blair en 1997. Les conservateurs récoltent 121 élus, leur pire score depuis le début du XXe siècle. Les libéraux-démocrates deviennent la troisième force du pays avec 72 sièges. Le parti de Nigel Farage, Reform UK, fait une entrée tonitruante à Westminster avec 5 sièges. Les Verts gagnent 3 sièges pour les porter à 4. Le parti indépendantiste écossais, le SNP, s'écroule avec seulement 9 sièges, mettant fin à une décennie d'espoir de voir l'Écosse redevenir indépendante. L'enjeu est énorme, puisque le Royaume-Uni est très égratigné par le Brexit, même si tous les partis se sont gardés de l'évoquer. La gestion du Covid, le NHS exsangue, les scandales à répétition de la majorité Tory, incriminés pour ces soirées alors que les mesures sanitaires drastiques étaient de vigueur, ont usé l'opinion. Et cette mesure se ressent aussi dans les caisses de l'État. La dette du Royaume-Uni est passée de 64% du PIB en 2008 à 101% en 2023. En 2023, le déficit était de 6% du PIB. Face à la promesse de ne pas augmenter les impôts et de revaloriser les pensions, la dette a gonflé en parallèle de l'endettement provoqué par le Covid et la guerre en Ukraine, faisant flamber le prix de l'énergie. Depuis fin 2019, la croissance britannique est seulement de 1,7%. L'impact du Brexit est estimé à 4% de perte du PIB. Les marges de manœuvre ne seront pas énormes et le parti Reform UK de Nigel Farage n'attend que la faillite de cette majorité pour tirer les marrons du feu. Keir Starmer, le nouveau Premier ministre du pays, a promis le renouveau national, mais a demandé de la patience aux Britanniques. Le changement ne se fera pas en quelques jours. L'une de ses premières initiatives sera de détricoter l'accord avec le Rwanda pour la relocalisation des demandeurs d'asile. Le défi de remettre debout le National Health Service, le service de santé gratuit britannique, qui a vécu plusieurs grèves successives de ses personnels de santé épuisés, sera énorme. Il a fait des promesses sur la sécurité, sur une électricité plus propre, une baisse des factures d'énergie et la reconstruction d'infrastructures. Son premier déplacement à l'étranger ne sera rien de moins que le sommet de l'OTAN à Washington du 9 au 11 juillet. Biélorussie. Alexander Loukachenko souffle le chaud et le froid. Le président biélorusse Alexander Loukachenko ne cesse de faire monter la pression, aussi bien à l'intérieur qu'à destination de ses adversaires internationaux. Son chef d'état-major a annoncé que le pays ferait usage des armes nucléaires tactiques à sa disposition si le pays était menacé. Cette déclaration fait suite à la rumeur faisant état de troupes ukrainiennes amassées à la frontière avec la Biélorussie. Des armes transférées par la Russie
en 2023. Le 29 juin, l'Union européenne a imposé de nouvelles sanctions à l'égard de la Biélorussie à cause de son implication dans la guerre, appliquant les mêmes sanctions qu'à la Russie. Les exportateurs européens devront insérer une clause de non-Biélorussie dans leur prochain contrat. Ces dernières semaines, les condamnations par contumace à destination de l'opinion se multiplient. L'opposition, coincée depuis presque 4 ans dans l'Union européenne, commence à se fissurer sur des questions stratégiques. Mais dans l'autre sens, l'administration exilée de Svetlana Tsikhanouskaya annonce la libération mercredi 3 juillet de prisonniers politiques, une première depuis les manifestations contre le résultat du scrutin présidentiel en 2020. Pas de chiffres précis concernant ces libérations, mais c'est un premier pas dans le bon sens. Toujours est-il que 200 des 1423 prisonniers politiques sont dans un état de santé critique, comme Ales Bialatsky ou Maria Kolesnikava, qui n'ont pas accès aux soins nécessaires. Svetlana Tsikhanouskaya n'a plus de nouvelles de son mari Siarhei depuis plus d'1 an. Il avait mené la fronde contre le manque de gestion de la crise Covid et s'était fait arrêter pour menace à la sûreté de l'État alors qu'il était en campagne pour l'élection présidentielle. Alexander Loukachenko a ouvert la porte pour certains d'entre eux, mais il est à redouter que ça ne profitera pas aux leaders de la contestation et de la société civile. Anaïs Marin, rapporteuse de l'ONU sur les droits humains en Biélorussie, rapporte que les conditions de détention sont cruelles, avec des témoignages sur la torture au sein des centres de détention, notamment pour les détenus ayant besoin de soins, droit qu'on leur refuse. Alexander Loukachenko devrait se représenter à la présidence l'an prochain. Vu l'état policier qu'il a mis en place et le soutien de Vladimir Poutine, on peut déjà considérer que ce sera une simple formalité et que les candidats qui se présenteront face à lui ne seront que de simples faire-valoir. Russie, le Français Laurent Vinatier maintenu en détention. Le Français Laurent Vinatier, chercheur spécialiste de l'espace post-soviétique qui travaille pour l'ONG suisse Centre pour le dialogue humanitaire, est en détention depuis le 6 juin 2024. Une arrestation qui a fait suite à l'arrestation d'un Russo-Ukrainien du Donbass à Roissy en France, dans le Val d'Oise, qui s'était blessé avec une bombe artisanale alors qu'il projetait de mener une attaque terroriste sur le sol français, répondant aux multiples déclarations d'Emmanuel Macron de vouloir envoyer du personnel militaire en Ukraine. La Russie n'en est pas à sa première arrestation pour tenter de faire rapatrier l'agent du FSB Vadim Krasikov, qui a été condamné à perpétuité en Allemagne pour l'assassinat d'un opposant tchétchène en plein Berlin. Laurent Vinatier est une monnaie d'échange pour des prisonniers russes stratégiques. C'était le cas de la joueuse de basket américaine Brittney Griner, échangée contre le trafiquant d'armes Victor Bout, qui avait inspiré le film Lord of War. Jeudi 4 juillet, son appel de demande de remise en liberté a été refusé. Sa détention se prolongera au moins jusqu'au 5 août. On lui reproche de ne pas s'être enregistré au registre des agents de l'étranger, mais le plus grave, c'est qu'il est accusé d'espionnage. Ses fonctions au sein de l'ONG lui ont permis d'être en lien avec des responsables russes de haut niveau qui pourraient justifier, selon les forces de sécurité, les accusations d'espionnage. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté Europe Hebdo. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music. Pour ne rien rater des dernières actualités, vous pouvez suivre Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Enfin, si vous voulez aider le podcast à gagner en importance, il suffit de liker, commenter et partager les publications et le podcast autour de vous. À bientôt sur Europe Hebdo.